En 1930, le cinéma d'horreur regroupe plusieurs genres que nous distinguons aujourd'hui. Ainsi, à l'époque, la frontière entre l'horreur et le fantastique est assez trouble. Si le fantastique n'est pas là pour émerveiller gentiment, le public est face à un film d'horreur. Donc, beaucoup de choses peuvent être horreur. Lorsque King Kong sort en 1933, c'est un film d'horreur. Lorsque King Kong sort en 2005, c'est un film d'action, peut-être fantastique, voire SF. Genre évidemment considéré comme non noble, il contient ses propres sous-genres, comme le plus connu, le monster movie. Bref, revenons aujourd'hui sur l'histoire du film d'horreur dans le cinéma classique. Dans les années 20, lors du cinéma muet, le genre est déjà très représenté, avec en acteur principal le plus souvent Lon Chaney, qui joua dans Le Fantôme de l'Opéra, Londres après minuit, Le Bossu de Notre-Dame, et j'en passe. Jouissant d'une réelle capacité à incarner des personnages totalement différents, il fut assez vite surnommé l'homme aux 1000 visages. Mais l'acteur meurt en 1930, ne sera jamais une figure du cinéma d'horreur post-muet, et c'est seulement en 1931 que les premiers films de genre parlant apparaissent vraiment. Universal est à l'époque le plus petit des grands studios. Il décide de se spécialiser assez vite au début du parlant dans le cinéma de genre d'horreur. Pour être le plus efficace possible, le studio décide de produire des films d'horreur peu coûteux avec une économie de série B, et surtout des films durant entre 1h et 1h15. Le horror movie Universal a deux inspirations principales. La première, c'est évidemment l'expressionnisme allemand, donc des films comme Nosferatu, de Murnau, ou Le cabinet du docteur Caligari, de Wien. Hollywood essaye de reprendre la plastique de ces films, et même ces monstres assez singuliers. Mais pour les monstres justement, il y a une autre influence majeure, et c'est évidemment le courant du romantisme, voire du post-romantisme, de la fin du 19e en littérature. C'est ici que l'on retrouve des romans comme Dracula de Bram Stoker ou Frankenstein de Mary Shelley, pour ne citer que les plus connus. Donc c'est en 1931 qu'Universal sort Frankenstein et bingo, ça marche. Puis le public va se divertir et trembler devant le Dracula qui suivit. Et cela va se répéter encore une fois devant le loup-garou, la momie, le succès est là, et le filon va être tiré le plus possible jusqu'à s'épuiser. Lorsque les monstres principaux sont sortis, les producteurs se sont dit « faisons des suites ». Lorsque une ou deux suites sont sorties, les producteurs se sont dit « faisons-leur avoir une famille ». Et quand ces films sont sortis, les producteurs se sont dit « faisons des crossovers avec les monstres ». Et c'est ainsi qu'en 1943, on peut voir des choses telles que Frankenstein rencontre le loup-garou. Et il y en a des dizaines, des productions peu coûteuses, pour exploiter tout ce qu'il y a à exploiter. Les franchises existent déjà à l'époque. Ce n'est que lorsque le burlesque arrive dans le genre, à la fin des années 40, le rendant donc comique, qu'on se rend compte qu'on est vraiment arrivé au bout. L'arrivée du comique, voire même de la parodie dans un genre sérieux, signerait-il sa fin? Vous avez 4 heures. Bref, on a parlé globalement de l'horreur universelle, on n'a pas évoqué les acteurs phares du genre qui sont Boris Karloff, de son vrai nom William Pratt, c'était pour donner un petit air de l'Est, enfin bref. Et évidemment, nous avons aussi Bela Lugosi, que vous connaissez peut-être parce qu'il est dans le Ed Wood de Tim Burton. En fait, on rappelle qu'Ed Wood est un biopic sur Ed Wood, réalisateur raté, qui essaye de faire produire des choses, on va dire. Pour cela, il appelle un ancien acteur du cinéma d'horreur déchu, pour jouer dans ses films. Cet acteur, c'est Bela Lugosi, joué par Martin Landau dans Ed Wood. Je ne reviens d'ailleurs pas sur l'énorme influence du cinéma d'horreur classique sur le cinéma de Burton, on pourrait en faire une vidéo entière. Enfin bref, pour diriger ces acteurs, il faut évidemment des réalisateurs. Deux sortent du lot à cette époque avec un style complètement opposé. Tout d'abord, Todd Browning, le réaliste, montrant la solitude du monstre, le côté sérieux, et de l'autre, James Whale, le foufou d'Hollywood, qui plonge presque dans la caricature, donnant un aspect délirant à ses films. Évidemment, si un studio arrive à avoir du succès avec un genre, les autres genres vont répliquer, en tentant soit de copier le même style et profiter de son succès, c'est le cas ici avec la Paramount, qui emprunte aussi à la littérature, en produisant Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou soit les studios vont tenter de faire des films du même genre, mais différents. Essayer ainsi de proposer au public quelque chose d'autre pour se démarquer. C'est ce que va faire la RKO, évidemment, en 1933, car si Universal fait des séries B,
La RKO voit les choses en grand et produit un film à très gros budget, loin des livres et de l'expressionnisme. Le nom de ce film, c'est évidemment King Kong. Notons pour l'anecdote que pour supporter le budget du film, un autre horror movie fut produit avec les mêmes acteurs, la même équipe et les mêmes décors afin de rentabiliser tout ça. Et ce film, c'est l'excellent, le classique, le cultissime Les Chasses du Comte Zaroff. Et en fait, ce que montre King Kong ou Les Chasses du Comte Zaroff, c'est qu'à l'époque, le cinéma d'horreur essaye d'échapper au quotidien, mais il a aussi envie de se rapprocher de la nature, d'un aspect très primitif de l'homme. On a ça un peu dans les deux, surtout dans King Kong. King Kong qui fait à lui seul un énorme succès et qui lance la RKO dans l'horreur à son tour. Ensuite, évidemment, dans les studios qui ont essayé de percer avec le horror movie, on a bien sûr la Warner et Curtis qui essaient des grands décors assez macabres, mais sans grand succès. Les maîtres restant Universal et la RKO qui d'ailleurs ne va pas s'arrêter là. Il arrive un temps où on en a marre de voir toujours les mêmes choses, où on a envie de sortir de ces licences qui durent depuis des années. La RKO est le studio qui a joué sur ça, et a voulu récupérer le public qui commençait après 10 ans d'exploitation Universal à en avoir marre. En fait, c'est ce que DC aurait dû faire avec Marvel, mais ce qui n'a pas marché. Bref, du coup, le studio fait alors ses propres films à petit budget, sans vraiment répondre à Universal. En fait, le petit budget, plus qu'une contrainte, est au final ce qui fait le charme des productions d'horreur de l'époque. Val Newton, l'un des producteurs de la RKO dans les années 40, souhaite créer des films plus fantastiques et poétiques. Il prend les idées que Universal a déjà réalisées et les retravaille. Nous avons là peut-être le vrai ancêtre du film fantastique. Tout en étant très subjectif, ces longs métrages traitent surtout des cultures ancestrales et non de l'exotisme que présentaient les films de la RKO dans les années 30. On s'intéresse au folklore vaudou, avec Vaudou de Jacques Tourneur en 1943, avec le rapprochement entre la médecine et la magie, traitant même de l'esclavage sous fond de mélodrame. Et ce genre de film, dans les années 40, il y en a plein, souvent très sexualisés, comme La Féline, toujours de Tourneur, qui fut l'un des grands réalisateurs de cette période dans le genre avec Robert Wise. Et même si l'horreur n'a jamais été vraiment un genre considéré comme noble, ces nouveaux films sont ce qui se rapproche le plus de ça. Ils tentent de se rapprocher le plus possible de la réalité avec la suggestion. L'horreur devient alors une sorte de toile de fond à quelque chose de plus grand. Il y a dans ces films un énorme sous-texte, que ce soit sur l'esclavage, ou plus souvent que ce soit sur la sexualité, comme nous l'avons déjà dit. Finalement, le genre de l'horreur est peut-être l'une des plus grandes réussites des studios durant l'ère classique. Ce sont des films que tout le monde veut voir, même les enfants qui n'ont pas le droit. Ce sont des films peu coûteux, mais c'est pas grave, parce que c'est l'esprit du film. Et c'est un genre dont on se lasse difficilement. Universal a quand même bien tenu 20 ans avec des suites, d'enfants, de crossovers interminables. Alors pourquoi s'en priver ? Je ne vous apprends rien si je vous dis que le cinéma d'horreur et fantastique existe encore aujourd'hui. Sauf que les deux sont des genres très distincts. Ce qu'incluait le genre de l'horreur à l'époque serait aujourd'hui forcément rangé dans une autre case. Oui, les films Universal sont des films d'horreur, mais bon, est-ce qu'en voyant King Kong aujourd'hui, on se dit qu'on va voir un film d'horreur ? Pas vraiment. Horreur à l'époque signifie surnaturel, fantastique, des monstres, des savants fous, du folklore, tout pour échapper à la dépression. Donc oui, l'horreur quelque part pouvait presque être merveilleux. Aujourd'hui, l'horreur doit faire peur pour beaucoup de gens. On doit forcément avoir peur pour que le film soit réussi chez un certain public. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait un bon film d'horreur ? Bonne question. Ce message étant passé, d'une manière ou d'une autre, dans votre esprit, laissons la RKO de côté et parlons Universal. Le monster movie, vous le savez sûrement, n'a jamais vraiment cessé d'exister jusqu'aux années 2010. Tom Cruise, avec La Momie, voulait même recréer cette espèce d'univers de monster movie à franchise, comme le MCU. Pareil dans les années 90, avec Coppola qui réalise Dracula et produit le Frankenstein de Branagh. Pourtant, rien ne marche vraiment. Ce n'est pas comme si le public se ruait toujours autant vers les adaptations post-romantiques. Comme je disais, le public veut des frissons quand il pense horreur. Donc il a voulu du slasher, qui est plus venu du giallo italien que des films de l'ancien Hollywood. Il a voulu du gore, ensuite, qui ne vient sûrement pas de l'ancien Hollywood, parce que le code Hays l'oblige. Impossible de montrer du Evil Dead à l'époque. Donc qu'est-ce qui a vraiment survécu dans ce genre évolué ?
Même s'il n'a plus trop de public, le monster movie reste encore aujourd'hui existant, on va dire. Et si on prend les films des années 40, un peu fantastiques de la RKO, il pourrait faire écho à d'autres films qu'on a vus comme Angel Heart, avec De Niro, ou alors même d'autres films d'horreur qui aujourd'hui ont pas mal marché, qui parlent de vaudou et incluent l'esclavage dans l'horreur, etc., genre Get Out ou Antebellum, enfin, c'est un petit peu le même esprit, c'est pas exactement la même chose, mais c'est assez intéressant de faire le lien. Quoi qu'il en soit, l'horreur est sûrement l'un des genres les plus indémodables. Il est l'un des plus gros reflets des peurs des gens selon les époques. De gore à très subjectif, et il y en a pour tous les goûts. Et comme je pense que le réalisateur moderne, entre guillemets, le plus fan de l'horror movie de l'ancien Hollywood, c'est Tim Burton, je vous propose de finir un peu sur du bon Burton. Dans mon vieux corps, il règne aujourd'hui une bien étrange mélancolie.